Voilà donc bonjour la classe. Ravi encore de vous retrouver une fois de plus, même si c'est à distance. Nous sommes donc sur notre cours que nous n'avions pas fini avant de partir pour le confinement. Alors donc nous étions sur les révoltes au Niger. Je rappelle qu'au Niger il y a eu deux zones de révolte. Il y a les révoltes en zone sédentaire et les révoltes en zone nomade. Et nous avions vu donc la première révolte de Kopkitanda menée par Alpha Saïbou de Dosso. Ensuite, il y a la révolte de Karma. Vous savez que Boudé Chaman a eu des antécédents avec donc Omar de Karma. En passant par Karma, il a fait donc dissimuler beaucoup de personnes. Il a amené avec lui 40 gaillards avec des femmes, tout ça là. Et donc les gens de Karma n'ont pas oublié. Comme le disent les Hausa, Emma Yamanchi Warda Batamanchiwa. Donc les gens de Karma avaient ça là en esprit. Et ça a commencé avec donc M. Oumarou de Karma, le chef, qui est inquiet de la présence des Français. Il fut donc déchu, il a été remplacé par les Français parce qu'il ne peut pas donc la faire des Français. Il a été remplacé par son cousin qui était détesté par la population, qui s'appelle M. Sidou. Sidou aussi a été révoqué, on a ramené Oumarou, on l'a replacé encore jusqu'à partir de 1905. Et à partir de 1905, déjà donc, les relations entre l'administration française et la chefferie de Karma se sont tellement dégradées. Les chefs donc ont accusé de n'avoir pas fourni de la nourriture à la garnison sur place. Imaginez, on dit au chef donc c'est à vous de faire manger les troupes des Français, sinon, garde à vous. Il fut donc arrêté et battu, et on lui fait donc porter une outre d'eau de Karma jusqu'à Niamey. Un chef. Et il fut donc un an, il fut remplacé par son neveu aussi, ou son cousin. Dès lors donc, il refuse de payer les impôts et fait assassiner les tirailleurs qui étaient venus lui demander donc, des explications. Il consulte, comme il était donc dans une période de révolte, il a consulté donc ses amis pour venir donc l'aider dans la bataille. Donc il inflige un échec aux troupes donc, locales en incendiant Karma et Boubon, c'est-à-dire les Français. Oumarou se réfugie dans le Zarmaganda. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle donc la conjuration manquée de Amadou Kambassa des Zander. Il a organisé un complot pour l'assassinat du colon français qui était à Zander. Donc c'était une organisation secrète. Malheureusement, comme chez nous, il n'y a pas de secret, les Français avaient utilisé une femme et cette femme avait utilisé aussi un mendiant aveugle pour aller lui chercher des informations. Maintenant, le présent chemin, l'aveugle a eu l'écho d'un coup monté pour assassiner donc, le chef, le colonisateur. Et maintenant, l'aveugle est venu pour rendre compte donc, à la femme qui était au service des Français. Et elle a rapporté ça. Il y a eu vraiment toutes les informations nécessaires sur la date de l'assassinat. Les Français donc, décident de réduire l'autorité du jeune sultan. Ainsi, donc, le 28 septembre 1903, les postes donc, de Mounio et Gouré furent retirés et sous la direction de Nerichi. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé à créer donc, les chefferies de la couronne, donc Maï Moussa. Et en octobre 1903, le commandant de cercle juge le sultan des Anders gênant et qu'il fallait donc finir par le débarquer. L'ambassade prépare alors une révolte en conséquence. Les conspirateurs donc, étaient l'ambassade lui-même, le shérif Fadel, et Chetima Mamadou et Madame Gabdou. C'était eux qui ont donc organisé le complot pour assassiner le blanc. Donc les trois derniers étaient donc des marabouts, c'est-à-dire Shérif Fadel, Chetima Mamadou et Madame Gabdou. Donc c'est des marabouts. Vous savez la révolte contre les blancs, c'était
même les religieux, les musulmans, les marabouts qui ont fait le grand travail en réalité. Les chefs donc les ont juste supportés. Et partout, hein. Et donc ces derniers étaient des marabouts et conseillers donc, du sultan. Il y a aussi donc Malam Yarou, un grand commerçant qui a perdu donc ses intérêts avec donc, la séparation du commerce transsaharien, et Ali Diallo, interprète donc, de l'administration coloniale. Pour préparer donc, matériellement le complot, l'ambassade prend contact avec Kano, Sokoto et Hadjeja pour apporter donc, leur soutien. Malam Yarou est chargé d'aller recruter une centaine donc, de cavaliers. Alors, tout cela, ça sera dévoilé au commandant que la réunion, donc on a rapporté des informations au commandant que la réunion a eu lieu le 7 mars dans l'après-midi. Mais jusqu'alors, Malam Yarou tarde à venir. Donc la réunion se passa normalement, mais le commandant a appris que le début de la réunion était inavoué. Le 30 mars 1906, Ambassa fut destitué et condamné à 10 ans d'internement. C'est-à-dire qu'il doit rester chez lui pendant 10 ans. Tout comme le Chérif Fadel, Chetim Mamadou et Malam Gabdo. En Côte d'Ivoire, Malam Yarou et Ali donc, furent condamnés à 2 ans seulement pour avoir donc servi l'administration coloniale. Après donc, cette arrestation, les commanditaires, donc la France, divise le sultanat des Anders en 3 provinces. La première province est confiée donc, à Balma Ousmane, une deuxième est dirigée par Waziri Salifou, et la troisième est donnée donc à Galadi Mayarou. Cette situation donc, dure jusqu'en 1983, date à laquelle le sultanat est reconstitué et Barma Mustafa fut nommé à sa tête. Malam Yarou est libéré en septembre 1903. De toute façon, donc, le coup qui a été monté n'a pas eu lieu et l'ambassade est resté donc, prisonnier jusqu'à 1922. Il a été libéré, il est venu donc à Niamey, il s'est séjourné à Niamey, avant d'aller retourner dans son village natal jusqu'à 1950 pour mourir. Ça, c'est les révoltes en zone sédentaire. Maintenant, dans le milieu nomade, il y a la révolte de Firoun, qui a beaucoup donc attaqué les Français à Filengue, à Sanam aussi, à Sansane Hausa. Et à un certain moment même, il avait attaqué donc, le camp militaire de Adam Bouka. Donc Firoun a été par la suite donc, jugé par contumace. Jugement par contumace, c'est quand vous êtes jugé à votre absence. Donc, il a été jugé par contumace par des Français. Bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu l'avoir. Ils l'ont pris mais une fois, mais après il s'est échappé. Et Firoun a continué la révolte. Malheureusement, il a été tué par un de ses parents, un Touareg même, la région d'Algérie. Donc il fut tué, ce qui permet donc aux Français de s'installer dans la région. Donc lors de la révolte, il y a eu donc le chef de Filengue aussi qui a appuyé les Français contre Firoun. Malheureusement, on a toujours utilisé nos gens. Vous avez aussi donc la révolte de Kaoussen Mohamed. Il est né en 1880 au sein de la tribu Igirmazan et qui est une sous-section de la tribu Ikaskazan. En 1900, Kaoussen quitte les Damerbou pour se rallier donc, à la confrérie Sanoussi vers la Libye. Cette secte a 3 buts. Un but religieux, il fut ramener la religion musulmane à la pureté. Donc, première et libérer donc, le monde musulman de la soumission étrangère. Le deuxième but, unifier donc, le monde musulman et créer donc un développement donc, du commerce transsaharien dans la région. Kaoussen séjourne donc au Canem jusqu'en 1913 avant d'aller au Fezzan au sud libyen où il se prépare pour venir libérer donc sa région à la domination coloniale. Excusez-moi.
Donc, il est revenu pour libérer la région d'Agadez de la domination coloniale. Il est venu pour assiéger les Français à Agadez, un siège qui a duré un peu plus de 3 mois. Les Français donc réagissent pour essayer d'éliminer Kaoussen. Ainsi, donc, une première colonne de 1200 hommes et une autre de 1800 partent de Zander pour Agadez. Une deuxième colonne part de Meneka au Mali pour rejoindre Agadez. Dans l'ensemble, donc, ces deux colonnes arrivent à Agadez aux environs donc, du 15 mars 1917. Les populations d'Agadez et les garnisons françaises ont souffert donc, de ces 3 mois de siège. Le 13 avril 1917, il y a eu donc un accrochage entre les troupes françaises et les hommes de Kaoussen. Ces derniers donc, se réfugient dans les montagnes donc, du nord où, en fin juin 1917, ils reçoivent un renfort donc, de la part d'Al-Mokhtar Godago. Dans la nuit donc, du 28 au 29 août 1917, un second accrochage donc, violent a eu lieu entre les troupes françaises et les hommes aussi donc, de Kaoussen, dans la région donc, de Tanout. En septembre 1917, Kaoussen et ses hommes donc, décident de quitter l'Aïr pour se réfugier dans le Tibesti. Ainsi donc, la révolte échoue et les Français prennent le contrôle de la région. Le sultan d'Agadez Tegama fut capturé et mourut en prison. Kaoussen est tué plus tard, donc le 5 janvier 1919. Cette révolte a eu beaucoup de conséquences dans la région. Sur le plan économique, il y a donc une partie donc, du commerce transsaharien, du fait donc, de l'insécurité. Le nombre donc, de chameaux a considérablement diminué. Il y avait aussi donc l'autre conséquence, c'est la famine qui apparaît donc, dans les oasis du Kawa vers Bilma, de Fachi et la région de Djadou. Sur le plan politique, une espèce d'anarchie généralisée règne donc dans toute la région, car donc, tous les petits chefs locaux entrent donc en conflit. La guerre a fait en sorte que beaucoup donc, de tribus soient libérées. Voilà donc les raisons donc, de l'échec. Pourquoi donc ces révoltes, l'ensemble de ces révoltes, que ce soit en zone normale ou en zone sédentaire, ont échoué? Toutes les résistances nigériennes, sans exception, ont échoué, et c'est là pour plusieurs raisons. La principale raison est le déséquilibre donc, des armes en présence. C'est-à-dire que les armes que les Français utilisaient et que les résistants nigériens utilisaient n'étaient pas les mêmes. Les Nigériens utilisaient les flèches et les sabres contre donc, des fusils à feu qui tiraient à des dizaines de mètres. Donc, avec votre sabre, vous ne pouvez pas atteindre quelqu'un qui vous tire donc, de loin à 100 mètres. Ce n'est pas possible donc, de faire la guerre. Il y a aussi donc, les héros nigériens qui n'ont que des armes blanches, c'est-à-dire des flèches, des épées, des lances, à la rigueur donc, de mousquets. C'est-à-dire les plus armés ont donc des armes qu'on appelle donc, les mousquets, généralement appelés en Hausa Halba Karuga. Alors que les Français ont donc des militaires professionnels et des armes modernes comme donc, les canons, les mitrailleuses et autres armes à feu. La deuxième raison de l'échec de ces résistances-là est liée à la résistance en ordre dispersé des résistants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait front commun pour combattre donc, l'ennemi commun. Donc chacun préfère donc aller faire à sa manière. Et en ce temps, on dit donc l'union fait la force, pas que donc, les gens ne se réunissent pas, ne peuvent pas être forts. Ce manque donc d'alliance tient au fait que les résistances n'ont pas eu lieu en même temps et au même lieu. Enfin, la dernière raison est la collaboration de beaucoup de chefs locaux avec l'administration coloniale. Donc ils ont servi d'espions, des rapporteurs d'informations, Tout cela a fait en sorte que les gens n'ont pas réussi à dire non à la domination coloniale. Et je rappelle qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont servi de collaborateurs très proches aux Français. Par exemple, dans le cas des Armacoïs Aouta à Dosso, Lamine Bayel
advenu, ou le chef de filangier. Tous ceux-là étaient véritablement donc, des grands collaborateurs avec la France. Donc vraiment, on attend à partir, on va arrêter à partir de là.